Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie de Millipat. Bonjour Émilie. Bonjour Audrey. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui pour discuter de la place de créatrice de contenu dans le milieu équestre et notamment de ta place de créatrice de contenu. Je suis super contente moi aussi d'être là. Ah bah c'est cool. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais t'inviter dans le podcast Murmuréquin, mais que j'avais pas trouvé d'orientation d'interview qui te rendait justice. Parce qu'en effet, t'es ostéopathe animalière, mais je sentais que le sujet, mais pourquoi est-ce que l'ostéopathie c'est important? Ça allait pas avec tous les efforts que tu mets pour rendre le monde équestre meilleur. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai eu d'illumination. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas que une ostéopathe animalière, t'es aussi et surtout une défenseuse. Alors, ce mot existe, je l'ai cherché. Donc, Je tu te es crois. défenseuse des chevaux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup Audrey pour ton invitation. Je suis vraiment trop contente d'être dans ton podcast que je suis attentivement d'ailleurs. Peut-être que j'ai loupé 2-3 épisodes, c'est possible, mais vraiment pour la grande majorité, je les ai écoutés. Donc je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe animalier, parce que je préfère le terme animalier à animalière, mais c'est juste une question de préférence, phonétique. Depuis maintenant peut-être 5 ans ou 6 ans, donc j'ai pratiqué en tant qu'ostéopathe, animalier pendant jusqu'à maintenant en fait, donc jusqu'à 5 ans, pendant 5 ans et j'ai été formatrice en ostéopathie animale pour des matières pratiques et théoriques jusqu'à là, cette année et il y a 4 ans, j'ai décidé de lancer Millipat, donc vraiment 1 an après mon installation dans un but de pouvoir expliquer ce que je passais mon temps à répéter en consultation. Millipat, du coup, c'est une chaîne YouTube et un compte Instagram. Exactement, c'est ça. Au début, c'était un compte Instagram et puis, je me suis vite retrouvée limitée, par rapport aux vidéos à poster et donc c'est pour ça que je suis passée sur YouTube après. Si des fois il y a des gens qui ne te suivent pas encore, il y aura le lien en description de l'épisode pour qu'ils puissent te retrouver sur YouTube et Instagram. Ouais, parce que je suis très active sur Instagram, donc les gens me suivent, assez facilement. Par contre, j'ai moitié moins d'abonnés sur YouTube, alors que le contenu est quand même tout aussi qualitatif, en termes de fond. Forcément, il est plus fouillé dans une vidéo de 15-20 minutes que dans un réel de 1 minute. Exactement. Et puis ça me demande beaucoup plus de temps à faire aussi, donc Donc, si des fois il y a des personnes qui sont abonnées à toi sur Instagram, qui ne le sont pas sur YouTube, allez vous abonner sur YouTube. yes, go on YouTube. Est-ce que du coup tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé au niveau de tes études, quelles études t'as fait et pourquoi t'avais choisi ces études? Alors, quand j'étais petite, j'avais 3 métiers de rêve. Je dis toujours 2, mais en fait ma maman m'en a rappelé un il y a pas longtemps. Justement quand je lui ai dit que j'allais m'investir davantage dans Millipat, elle m'a dit: «Mais tu fais vraiment tes 3 métiers réunis de quand tu étais petite». Je voulais être à la fois vétérinaire, à la fois kiné et à la fois journaliste. Et finalement, si on mixe les 3 ensemble, ça donne presque Millipat. Il y a juste ma petite touche personnelle en plus. Du coup, moi, j'ai fait une scolarité classique, jusqu'au bac, scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa pour, les classes enfin de classes préparatoires, pour faire des écoles véto. Pourquoi j'ai choisi ça entre les 3? Bah, parce que c'est celui qui rapportait le plus d'argent et qui offrait la plus grande, aisance, financière et cetera. Donc j'ai choisi vétérinaire dans un premier temps et puis au final, j'ai eu des problèmes de santé, à la fin de ma deuxième année de prépa.
ce qui m'a empêchée de passer les concours et j'ai pas du tout eu envie de redoubler ma deuxième année, donc je suis partie en école d'ostéopathie animale juste après. Donc j'ai fait mes 5 ans d'études et voilà. Oui, parce que c'est le moment, il me semble, le moment où tu es rentrée en école d'ostéopathie, c'est le moment où justement il n'était plus forcément obligatoire d'être passé par vétérinaire pour faire ostéopathe. Ouais, dans mon école, dans l'école que j'ai faite, j'étais la première formation post-bac, la première promo de formation post-bac. Tous les autres avant, soit ils avaient déjà, un bac plus, je sais pas combien dans autre chose et donc ils avaient une formation, professionnelle en plus d'ostéopathe animalier, soit sinon ils étaient vétérinaires, soit sinon ils étaient ostéopathes humains spécialisés en animal. Donc t'es allée vers tes métiers de rêve. Mais ouais, et sans m'en apercevoir, hein. Moi, j'avais visé vétérinaire, je me retrouve avec un mix des 3 en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien réussi. Ouais, ouais, je trouve. Je suis contente. Ouais, je trouve que c'est bien. Et du coup, quand, comment et pourquoi est né Millipat? Quels sont les débuts de Millipat? Eh bien, déjà, il faut savoir aussi que depuis que je suis toute petite, je fais des montages vidéo de vacances. Ah ouais? C'est-à-dire que, j'avais genre 10 ans, on m'a offert ma première petite, caméra comme ça là, toute compacte, hem et on est parti en Corse, 1 semaine et j'ai filmé toute la Corse et je suis rentrée, j'ai passé 3 jours sur l'ordi et j'ai ressorti un montage de notre semaine de vacances en Corse, qui d'ailleurs était affreuse. N'allez pas, en Corse au mois d'avril, il pleut. Bon. Et donc en fait, j'ai toujours fait plein de montages. Quand j'ai eu mon cheval, je faisais 10 000 montages. À chaque concours, je filmais tout le monde et cetera. Je leur envoyais leurs petites vidéos personnalisées. Donc la vidéo avait déjà une place, importante, pour moi depuis toute petite. Et quand je suis sortie d'école, déjà pendant toute ma scolarité, j'étais fan d'un compte qui s'appelle Major Mouvement, qui est un kiné, qui fait de la thérapie manuelle et qui vulgarise les pathologies, les tendons, nin les étirements, pourquoi, comment, où et cetera. Et je me disais: «C'est dingue, on n'a pas ça dans le milieu animalier». Alors que pourtant, il y a plein de trucs qu'on fait tout le temps, on a plein d'espèces de petits rituels de, tirer les antérieurs une fois qu'on a sanglé et cetera et cetera. Et personne nous dit comment le faire, est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que ça a un impact sur quelque chose et cetera? Et moi, avec toutes mes études d'ostéopathie animale et ben j'avais une dose de connaissances, où je me disais vraiment: «Les propriétaires, ils seraient heureux de savoir tout ça, en fait». Et je pense vraiment que ça leur serait utile. Donc ça, c'est une première une des premières raisons. Et puis après, en consultation, je me suis retrouvée à devoir expliquer vraiment, dans une journée avec, 8 consultes, j'expliquais, à 5 consultes la même chose, quoi. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il y a vraiment un manque de connaissances de base où en fait, si tous les propriétaires savaient ça et bah, déjà, par fainéantise, moi, j'aurais plus besoin d'expliquer, mais Toi, en tu plus gagnerais du temps. exactement et puis surtout que bon, tu l'expliques une fois, ça va, tu prends le temps d'expliquer, de montrer sur T'es le cheval, contente. machin exactement. Au bout de la 40e fois, bah, au final, tu finis par plus expliquer et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ostéopathes qui parlent pas du tout de leur séance et qui juste font leur boui-boui dans leur coin et après ils se barrent, tu vois? Et pour moi, ça, c'est pas possible. Il faut que j'explique, à chacun de mes clients ce que je fais sur leur cheval, pourquoi, le pourquoi du comment, quoi Ouais, et tu perdais en qualité de tes séances, en fait. ah mais ouais, parce que ça me saoulait d'expliquer des trucs. Ah ouais. Après dans ce que je faisais moi, dans mes mains, c'était la même chose que sur les autres séances, mais au niveau de ce que le propriétaire avait compris, c'était plus du tout la même chose, quoi. Mmh. Donc je me suis dit: «Il faut faire, comme Major Mouvement et aller expliquer et aller sensibiliser, aux pratiques manuelles, aux envahissements myélomériques», chose que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, alors que c'était en partie pour ça que j'ai créé Millipath et 4 ans après, je ne l'ai toujours pas expliqué. Et ma première vidéo, ça a été, sur l'accrochement de rotules qui est sorti d'abord sur Instagram, puis sur, YouTube. N'allez pas la voir, s'il vous plaît, même si le contenu est, je trouve, assez intéressant, c'est d'une qualité, médiocre, c'est trop un bon mot, médiocre moyen, non, non, c'est mauvaise. Vraiment, c'est affreux et puis ma tronche, bon,
Donc n'allez pas la voir, mais vous pouvez aller voir les autres par contre. Et en fait, comment est-ce que j'ai sauté le pas de faire cette vidéo-là? Eh bien, c'était grâce au saint graal confinement. C'est D'accord. le confinement, j'en pouvais plus d'être enfermée, chez moi dans mes, 25 carrés en centre-ville, où il faisait super chaud. Premier confinement, j'ai tourné cette vidéo-là, ça m'a amusée de le faire et donc je me suis dit: «J'ai rien à faire pendant un mois et ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jour une vidéo, le lendemain un post, le surlendemain une vidéo» et cetera et cetera. Donc c'était des toutes petites vidéos de 3 minutes. Il y en a OK. quelques-unes que j'ai supprimées quand même parce qu'elles apportaient pas grand-chose et puis au final, ça a pris super vite et je me souviens que la première personne, avec un peu d'abonnés qui m'a lancée, c'est, Johanna de Feeling Équin qui m'a Mmh. repartagé et j'ai passé la barre des 1000 abonnés en une nuit et je me suis dit: «Waouh, mais trop bien, mais vraiment ça intéresse les gens, c'est trop cool» et donc voilà et donc j'ai continué après, et j'ai évolué différemment puisque maintenant je traite plus exactement le même sujet, mais j'imagine qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc ça, c'était le but au début. Enfin, ça vient de ton envie d'instruire les gens, cristallisé par le confinement où tu as eu le temps. Exactement, exactement, mais franchement, c'est pour ça que je le dis le saint confinement parce que franchement, il nous a permis trop de trucs. Il y a des gens qui maintenant, fabriquent leurs vêtements eux-mêmes, ils l'auraient jamais fait avant. Oui, et il y a des gens qui s'instruisent sur leurs chevaux, ce qu'ils auraient jamais fait avant. Exactement. Et pourquoi t'as choisi... Enfin, t'as déjà un peu répondu, mais du coup, t'as choisi le format YouTube parce que t'étais à l'aise avec le montage de vidéos. Parce que, on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que j'ai pas fait un blog, par Ouais, exemple. ouais. Et ben, juste parce que moi, je suis pas consommatrice de blog, j'aime pas lire sur un ordinateur. J'aime bien Mhm. lire, des livres, j'aime pas lire sur un ordinateur et puis j'aime beaucoup YouTube, de manière générale, je regarde pas du tout la télé, je regarde très peu de séries et cetera. Par contre, je regarde énormément de vidéos YouTube et du coup, je me suis habituée à ce côté, très rythmé, où on perd pas de temps, on va à l'info et puis on met des petites blagues et puis voilà, ce Oui, puis en contenu. même temps, tu connais les codes. Exactement. Et comment t'as fait tes premiers sujets? Je veux dire, à quel moment on se dit, je vais parler de l'accrochement de la rotule? C'est quand même bien spécifique. Tu vois, mais tes sujets, tu les choisis comment? Enfin, comment tu les as choisis au début et comment tu les choisis maintenant? Et bah, en fait, au début comme maintenant, j'ai pas changé. C'est déjà, j'ai toujours fonctionné au feeling, c'est-à-dire que je suis incapable de me forcer à traiter un sujet que j'ai pas envie de traiter et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, je suis restée peut-être 6 mois sans faire une seule vidéo parce qu'il y avait aucun sujet qui m'intéressait et puis hop, du jour au lendemain, je deviens passionnée par la pyroplasmose et je fais une vidéo dessus en une nuit et je fonctionne vraiment au cette espèce de motivation intrinsèque où tu sais pas d'où elle vient, mais tout d'un coup, elle te prend et puis il faut que tu traites le sujet, tout de suite maintenant et en général, quand elle me chope, je la lâche pas jusqu'à ce qu'elle donne quelque chose, et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui et puis, bien sûr, c'est quand même largement influencé par les actualités. Par exemple, ma dernière vidéo dont tu parlais dans le dernier podcast sur l'hyperflexion. Bah, c'est parce que c'était dans les thématiques du moment et qu'il y avait le meeting international, de collectifs pour les chevaux qui arrivait. Donc c'était un sujet qu'il fallait traiter maintenant et l'urgence m'a donné encore plus la motivation de le faire. Mais souvent, c'est ça, l'accrochement de rotule, c'est parce que j'avais dû certainement l'expliquer à une cliente 2 jours avant et je me suis dit: «Ah mais c'est tout bête! Allez, je prends le temps de l'écrire et puis hop, c'est bon, en 3 minutes, tout le monde a compris». Ta dernière personne, ton dernier cheval avant le confinement, c'était un accrochement de la rotule. Voilà, il y a de grandes chances. Ou un message désespéré pendant le confinement. «Au secours, mon cheval accroche». Ouais, donc tu choisis des sujets qui t'inspirent, qui te Ouais, plaisent, et selon l'actualité, en réponse à l'actualité, quoi. ouais. Ah si, il y a une petite modification que je fais là en ce moment, c'est que, je diversifie un petit peu mes contenus parce qu'il y a de plus en plus de vlogs étant donné que je participe à de plus en plus d'événements. Mais je continue à faire des vidéos de vulgarisation de pathologies. Mais comme il y a vraiment 1 milliard de pathologies dans le cheval,
j'essaye de faire en fonction du centre d'intérêt des gens qui regardent et plus je sais qu'il y a de gens qui l'attendent cette vidéo-là, plus j'ai envie de la faire forcément. Les auditeurs me motivent aussi, les viewers, les visionneurs, je sais pas comment on dit. Les visualisateurs? Les voyeurs? Pour les gens sur YouTube qui regardent mes vidéos, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, dans ma vidéo sur la fourbure, j'ai demandé à ce que, ils mettent en commentaire la prochaine pathologie qu'ils aimeraient que je vulgarise et je me suis engagée à faire la vidéo la plus likée. Et donc je peux vous annoncer que la prochaine vidéo de vulgarisation de pathologie sera sur le SME, parce que c'était le sujet le plus liké. Et je pense que pour ce type de vidéo-là, je vais continuer comme ça. Oui, donc tu demandes aussi l'avis des Ouais. personnes qui regardent la vidéo et de qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de voir. Ouais. Après, ça m'est arrivé aussi une ou 2 fois sur Instagram de demander, mettre un petit sticker sans story: «Quel sujet aimeriez-vous que je traite?» Non mais là, j'ai une liste de 300 sujets là. Là, c'est pas possible. J'ouvre le fichier, ça me déprime, j'ai envie de tout arrêter. Donc donc non, c'est genre, vous vous mettez d'accord sur un et puis après on négocie. Et vous revenez me voir après. Ouais, je comprends. Ça peut être un peu démoralisant quand t'as une liste de 300 idées de vidéos à regarder, enfin, de vidéos à faire pour toi. Mmh. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça et puis surtout qu'en plus, heu, contrairement à ce que certains de mes abonnés pensent, je ne maîtrise pas tous les sujets que j'aborde en vidéo. Parce que vraiment, moi, des fois, quand je rencontre des abonnés ou quand ils me parlent sur Instagram, j'ai l'impression que je suis une encyclopédie. Mais non, pas du tout. Chaque sujet, pour pouvoir faire la vidéo, je vais le creuser, je vais lire des thèses, je vais lire des études et cetera. Et donc en fait, quand je vois plein, toute une liste de sujets et que je me dis: «Oh, il y en a aucun où déjà je me sens à l'aise de base». Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 1000 heures de recherche là et en général, c'est un peu ça qui me déprime et qui fait que je vais avoir plus de mal à choisir, les sujets. Alors que, par exemple, la fourbure, c'était déjà un sujet que je maîtrisais un petit peu. J'ai étoffé avec des recherches, mais du coup, c'était plus facile à traiter et voilà. Le SME, par contre, c'est vrai que je connaissais les grandes lignes comme tout le monde, mais je connaissais pas en détail ce qui se passait dans le corps du cheval. Mais vu que j'avais déjà fait la fourbure avant, bah, j'avais déjà un pied dedans. Oui, c'est un peu la continuité. Il y a des similarités. Ouais, c'est ça, ouais, ils sont quand même étroitement liés les 2, hein. Ouais, il y a des points communs. Ou en tout cas, il y a des connaissances anatomiques qui sont similaires. Ouais, ouais, ouais et puis c'est assez rare d'avoir un SMS sans fourbure quand même. Et d'ailleurs, ça te prend combien de temps de faire une vidéo? Par exemple, ta vidéo sur la fourbure, où tu dis que t'avais déjà un peu des bases, Mmh. mais que t'as étoffé. Donc, combien de temps ça te prend de faire une vidéo? Alors il y a des grandes étapes pour faire une vidéo. Il y a déjà tout ce qui est prise de notes, où là, c'est vraiment juste de la recherche, le maximum d'infos que je peux trouver, hem, vraiment comme si moi, en tant que juste moi-même, je voulais devenir une experte de la fourbure. Donc je recherche toutes les infos que je peux trouver sur internet, dans mes bouquins, dans mes anciens cours, dans voilà. Après la prise de notes, il y a la rédaction. Donc c'est là que je structure, que je choisis dans quel ordre, je vais aborder le sujet, quel chapitre je vais faire, quelles blagues je vais pouvoir rajouter et où. Bon, en général, elles viennent plutôt instinctivement, mais mais c'est important de mettre un petit peu d'humour pour pas que le sujet soit trop pompeux. Ensuite, il y a, le tournage, ah oui, j'ai pas dit le temps que ça me prend. La recherche, en général, ça doit me prendre peut-être, entre 6 et 7 heures, je pense. La rédaction, peut-être 3 4 heures. Le tournage, ça me prend 2 heures, même pour une vidéo de 10 minutes, hein. Oui, parce Parce que que tes vidéos sont d'une durée de 15 à 20 minutes, je crois. ouais, c'est ça à peu près, ouais. Une des plus longues doit faire une demi-heure. Je crois celle sur le pied, elle est assez longue. Ouais, les 2 sur le pied, elles sont assez longues, mais oui, c'est ça. J'essaye d'être entre 10 et 20 minutes, mais c'est pas toujours, simple parce Mm. que je sais que 20 minutes, c'est long à regarder. Mais bon, il y a des trucs tellement intéressants des fois que je peux pas trop couper. Et donc le tournage, même pour une vidéo de 10 minutes, moi je vais avoir un rush, donc juste ce que j'ai filmé avec ma caméra, qui va durer peut-être 40 ou 50 minutes et c'est après le montage qu'elle fera que 10 minutes et il y a aussi tout le temps d'installation, d'installer les lumières, d'installer le décor,
Hem, parce qu'on dirait que c'est spontané comme ça, que juste je prends ma caméra, je prends un trépied et je filme. Mais non! Je change les cadres de mon salon pour que ce soit raccord avec Minipat. Et puis ouais, le réglage de la lumière et tout, et ensuite ranger, ce qui prend autant de temps. Donc c'est pour ça 2 heures de tournage à peu près. Et puis le montage, ça dépend vraiment des vidéos, mais en moyenne, ça me prend, 2 jours de travail, donc dans les 14 heures si on dit que je fais des journées de 7 heures. Ouais, donc là, tu presque à 5 jours. Ouais, bah, je peux pas faire enfin, je pourrais faire une vidéo par semaine si j'étais à temps complet dessus. Après, je pense qu'il y a aussi des choses où je pourrais, gagner en efficacité. Évidemment, le montage, je suis pas monteuse pro, quoi, j'ai fait une formation de 2 jours, avec des monteurs, YouTube, ça fait pas de moi une professionnelle, quoi. Et puis, il y a aussi un autre truc qu'on oublie souvent, c'est toute la partie création de vignettes, les miniatures là sur YouTube, heu, Mmh. écrire la description, trouver un titre, partager sur les réseaux sociaux et ça te prend facile 1 heure et demie, en plus, quoi. Donc quand tu exportes la vidéo et que tu te dis: «Ah ça y est, c'est fini!» non, 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 c'est encore loin d'être fini! Il va falloir encore montrer la vidéo au public. Ouais, 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 c'est clair, c'est long. Ouais, donc tu arrives vite, comme dit, sur une semaine de Bah travail pour ouais, sortir une vidéo. c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est enfin, des fois, je me dis: «Oh, si juste je faisais des vidéos divertissement où je vais juste montrer quand je vais promener mon cheval, ça serait tellement plus simple». Oui, mais c'est pas moi. Moi, j'ai fait ça pour instruire. Le but de toutes tes vidéos, c'est d'instruire les personnes. Pour la majorité, oui, vraiment, peut-être, 85 de mon contenu, c'est, essayer d'apporter des connaissances, supplémentaires aux gens et en fait, je dirais même plus que de la connaissance, de la compréhension plutôt, que de la connaissance. Parce que moi, je m'en fiche que à la fin de la vidéo, heu, les personnes qui l'ont regardé je prends l'exemple de l'accrochement de rotule parce que c'est celui dont on parlait, donc c'est lui qui me reste à l'esprit et du coup, évidemment, tout le monde va aller voir cette vidéo catastrophique. Non, mais on a parlé de la fourbure et du pied aussi. Ah ouais, alors attends oui, bah, le pied, très bon exemple. Enfin non, parce que c'est que de l'anatomie. Non, vraiment l'accrochement de rotule, c'est le meilleur exemple. Je m'en fiche que les gens, ils retiennent que le ligament qui est responsable, c'est le ligament patellaire médial et qu'ils se rappellent du nom, du relief, du condyle, du machin. Je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent le mécanisme et que, il soit capable de l'expliquer avec les mains en disant: «Mais si, c'est qu'il y a un ligament qui se cache derrière, il s'accroche derrière un bout d'os qui dépasse et puis, du coup, si le cheval, il peut pas retendre le ligament pour l'enlever, bah, la patte, elle reste bloquée». Voilà, c'est tout, ça suffit. Je veux pas faire des experts, je veux faire des gens qui comprennent ce qui se passe et c'est souvent tellement plus simple de retenir quand on a compris. Ouais, tu vas amener les gens à réfléchir et à comprendre par eux-mêmes, à assimiler bien le concept. Bah, ouais, c'est ça, si juste on balance, des cours, théoriques, chiants, personne ne retient rien, quoi. Et toute cette pédagogie que tu as justement pour faire apprendre aux gens, tu, tu l'as eu comment? Parce Bah, que je alors trouve que enfin, tu es très bonne en vulgarisation, c'est-à-dire justement de faire comprendre des concepts compliqués et de les faire comprendre à des gens qui n'ont pas de notion dans ce concept, qui n'ont pas de connaissances dans ce concept. bah, déjà, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas trop. Je pense que c'est juste ma maman, qui m'a expliqué, comme ça depuis que je suis toute petite et parce que alors moi, je suis née dans une famille de biologistes, déjà, donc mmh, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. À 6 ans, je savais déjà ce que c'était qu'un ARN, donc voilà. Mais parce que ma maman m'a tout vulgarisé et tout expliqué super simplement et je pense que ça vient d'elle, hein. Merci maman. On remercie. Donc merci la maman d'Émilie. Si elle écoute ce podcast, merci à elle de nous avoir donné Émilie, Et de sa nous avoir pédagogie. éduqué Émilie. Donc tu nous as dit que Millipat apporte aux gens la compréhension de leur cheval. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Millipat? Oh là là, mais c'est trop dur ta question là. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Ben, je suis trop contente quand les gens me disent: «Ah, j'ai enfin compris»
Alors, c'est vraiment de la reconnaissance directe, qui va dans mon cœur, illico presto, tu vois? «Ah mais en fait c'est trop simple, mais oui, c'est pas compliqué, je me tue à vous dire que c'est pas compliqué quand on explique les choses simplement». Et voilà, juste qu'ils comprennent, moi ça me fait trop plaisir. Après c'est vrai que, le but à terme, c'est pas juste qu'ils comprennent, c'est aussi que les gens, propriétaires, cavaliers et cetera, agissent en connaissance de cause. Et disons que ce que je fais là dans la vulgarisation et tout, hem, c'est un outil pour amener les gens à penser différemment le cheval. En fait, je pense que, dans le milieu du cheval, il y a beaucoup de il y a un défaut de connaissance qui fait qu'on peut arriver à de la maltraitance banalisée et cetera. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment très, très, à cœur. Ça se dit pas du tout. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si, c'est ça! Oui, ça se dit? Et sauf qu'en fait, je peux pas c'est pas une bonne manière de prendre les gens frontalement et de leur dire: «Tu vois ce que tu fais? C'est mal, il faut arrêter». Ça marche pas. Ça, moi, on me l'aurait dit quand je montais en éperon, muserolle croisée, mort aiguille, et que j'allais faire des 95 avec mon cheval de 4 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit: «Non mais en fait, toi, tu y connais rien du tout parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait, hein». Et on Moi, sait je que sais, hein. ça mais oui, j'étais un peu ce genre de personne, hein. Et on sait que ça ne marche pas. Être frontal avec les gens, ça ne marche pas. Le meilleur moyen, c'est qu'eux comprennent d'eux-mêmes, en fait. Donc il faut planter des petites graines et juste expliquer tel truc et expliquer tel truc et expliquer tel truc, jusqu'à ce que un beau jour, tout se mette en lien dans leur cerveau et ils disent: «Mais en fait, ça va pas du tout d'agir comme ça». Et voilà, c'est un peu ça l'objectif à très long terme, de Millipat, c'est d'essayer d'apporter toutes les clés de la compréhension du cheval pour que les gens se rendent compte d'eux-mêmes de pratiques qui sont malveillantes et cetera et cetera. Et pour les cavaliers et propriétaires qui sont déjà bienveillants, juste qu'ils comprennent mieux leurs chevaux, en fait. Oui, eux, ça les assoit encore plus dans leur position. Oui, c'est Eux, ça, ils sont d'autant plus capables d'expliquer peut-être après à d'autres personnes pourquoi ils font ce qu'ils font. exactement. En fait, je crée des soldats. Ton objectif est de militariser. C'est pour ça le De millipat. milipatariser! C'est pour ça le mili. Oh là là! En fait, je suis le diable. Bonjour. Bon, le diable qui veut que les chevaux aillent bien, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, en effet, du coup, d'avoir plus de personnes qui comprennent pour après pouvoir encore plus aider les chevaux. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que encore une fois, être frontal, ça marche pas. Et je l'ai été, hein, je m'en suis pris des désillusions en pleine tronche. Je dirais: «Non, non, ça c'est vrai que rentrer dans l'art comme ça là, ça marche pas». J'en ai perdu des clients aussi, hein, comme ça, de leur dire: «Mais c'est inhumain ce que vous faites!» Ah ouais? Ah oui, non, mais avec des éleveurs bovins, j'ai perdu tous les gens qui m'appelaient sur ma première année, ils me rappelaient jamais parce que je leur rentrais dans l'art. Parce que un peu trop franche, je suis très, très empathique, vraiment avec les animaux, avec les humains aussi, mais quand c'est des pas gentils, bof. Mais mais avec les animaux, je suis vraiment très empathique et alors je parle pas de tous les éleveurs, hein. Il y a vraiment des éleveurs qui sont top avec leurs vaches. Là, je parle de moi, les vilains méchants pas beaux que j'ai rencontrés, dans ma vie d'ostéo. Et voilà pourquoi, et donc j'ai remarqué grâce à ces gens-là que être frontal n'amène à rien. Donc je prends la route, parallèle. Ah, quand est-ce qu'on verra une vidéo sur les vaches? Bah, je sais pas si on verra une vidéo sur les vaches, je sais pas si ça va intéresser grand monde, de ma communauté. Pourtant franchement les vaches, tellement sous-cotée la vache. C'est aussi mignon qu'un cheval quoi, c'est vraiment, c'est trop gentil. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être convaincu de ça, je vous conseille d'aller voir le compte, d'Etho Diversité. Vous allez tomber amoureuse des vaches. Ça, c'est sûr. Oui. Et surtout des grandes méchantes salers. Non, du coup,
on va revenir, on repart du milieu bovin pour retourner vers le milieu équestre. Quelle place est-ce que tu penses que Millipat a dans le milieu équestre, justement, pour essayer de convaincre les cavaliers et les propriétaires de faire le bien pour leurs chevaux? Et quelle place tu aimerais que Millipat ait? Bah, pour l'instant, je sais pas si ça a une grande place, vraiment, définie, hein. Mais en tout cas, j'espère au sein de ma petite communauté, hem j'espère être, un peu rassurante et pas culpabilisante. Ça, c'est ma bataille du moment, hein. C'est pas ma bataille de tout le temps, OK. mais c'est ma bataille du moment, parce qu'on dénonce beaucoup la maltraitance banalisée, l'hyperflexion, le tout ça, les pieds nus, le machin, heu et du coup, on se retrouve avec des propriétaires qui sont complètement perdus parce qu'ils savent pas quoi faire et donc en ce moment, je me bats pour ne pas culpabiliser les propriétaires qui font de leur mieux. Oui, parce qu'après, du coup, ils osent pas demander de l'aide. Bah oui, c'est ça et Ils ont donc tellement peur de demander de l'aide. en fait, j'aimerais bien j'avais jamais réfléchi à cette question comme ça, mais j'aimerais bien que Millipat, ce soit une safe place pour les humains bienveillants et pour les chevaux. Si les chevaux avaient Instagram, je pense qu'ils aimeraient bien me suivre. Donc, ton objectif est de créer un Instagram pour les poneys? C'est une technologie entière à développer là, hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, donc du coup, d'être, comme tu dis, une safe place, c'est-à-dire que les gens se sentent en sécurité quand ils sont sur ton compte et qu'ils se Ouais, sentent en c'est ça. sécurité en discutant avec toi, en discutant avec d'autres personnes qui sont sur ton compte. Mmh. Mais c'est ça. Surtout que je râle beaucoup dans mes stories, même si j'essaye de pas être culpabilisante, je dénonce quand même les trucs qui m'énervent, hem et je râle. Enfin vraiment, on peut pas dire que j'ai la langue dans ma poche, donc je râle. Mais en même temps, je suis toujours ouverte à la discussion, même avec des gens qui sont pas de mon avis. Et Mmh. ça m'arrive tout le temps, même, la semaine dernière, j'étais au Normandie Horse Meetup, bah, j'ai discuté avec des gens qui sont pas du tout du même milieu du cheval que moi, quoi. On est dans 2 mondes, parallèles, mais ça empêche pas qu'on discute et ça sert à rien d'aller au conflit, encore une fois, tu vois? C'est on n'est pas d'accord, on le sait, moi, je trouve terrible la manière dont il ou elle, gère, l'équitation, le travail des chevaux et cetera. Je trouve que c'est abusif, que c'est de l'utilisation et tout, ou du harcèlement dans ces techniques. Mais en fait, bah, ça va rien changer de rentrer dans le conflit, quoi. Donc il faut rester ouvert pour parler avec les gens et de toute façon, si on commence à s'énerver, on décrédibilise toute la cause. Donc c'est vraiment la pire chose à faire. Donc Ouais. safe place aussi pour les gens qui sont pas du tout, dans ce nouveau monde équestre, parce que j'espère que, la voie qu'on est en train de prendre, toi comme moi, sera le monde de l'équitation de demain. Mais en attendant, bah, tout ce qui est haut niveau, équitation classique et cetera, heu, il faut qu'on soit accueillant et bienveillant pour ces gens qui arrivent, ces gens qui cherchent, qui se posent des questions. S'ils nous voient comme, des amazones, avec, du sang qui coule de la bouche parce qu'on vient de manger des cavaliers à éperons, ils vont certainement pas avoir envie de rejoindre notre cause, quoi. Ils vont même pas avoir envie de réfléchir Ah bah, à non, non, c'est à la clair. rejoindre. Bah, oui et puis en plus, franchement, c'est tellement plus compliqué d'être un propriétaire bienveillant que d'être un propriétaire d'équitation classique. Un C'est propriétaire ignorant, en fait. mais oui, c'est ça. C'est tellement plus compliqué de réfléchir, de se poser tout le temps la question. J'ai une très, très bonne copine à moi qui s'appelle, Angélique Rauque, donc c'est aka Rauque, Horsemanship, sur Instagram, qui passe tout son temps avec moi quand je vais à des salons ou des trucs comme ça et en fait, on en parlait en revenant du Normandie Horse Meetup et elle me disait: «En fait, depuis qu'on connaît les signaux de douleur, les signaux d'inconfort et cetera, mais notre vie est un fléau, quoi». C'est Mmh. vraiment on est tout le temps en train de se poser 1 milliard de questions. «Mais pourquoi il a la paupière relevée? Et là, pourquoi est-ce qu'il a ça? Et là, pourquoi est-ce qu'il a ça?» Peut-être trop, tu vois? Ouais, on tombe dans l'autre extrême. Mais oui, On oui, tombe c'est ça. de l'extrême, je ne savais pas voir mon cheval, Ouais. à je le vois et du coup je culpabilise à mort. Mais oui, tout à fait et tu vois, au point que des fois, tu te poses la question de:
Oh la vache, en fait, c'était mieux quand je savais pas tout ça, quoi. Mmh. Genre l'ignorance était plus facile et puis je m'amusais, j'allais en concours tous les week-ends et puis, voilà. Ça m'éclatait. Bah ouais, Moi, je m'amusais, j'avais l'impression que mon cheval s'amusait, tout était bien. exactement, exactement. Et après, on peut trouver un équilibre. Mais c'est ce que je recherche tous les jours. C'est ce que tu recherches personnellement? Ouais, Ça veut dire mais que tu recherches personnellement. aussi ça, enfin, avec ton cheval? Tu nous en as Ah pas bah, oui, parlé oui, de oui. ton cheval. Et bah, il s'appelle Trésor. C'est Oh, pas moi qui ai choisi le nom, calmez-vous. j'ai pas ton petit trésor? Ah, mais si, c'est mon petit Trésor. C'est mon petit Trésou même. Trésou. Oui, bah, c'est un trotteur, de 2007, donc ça fait quel âge 2007? Ça fait 16 ans. Moi, 16 ans. j'ai arrêté de compter à 5 à peu près. Ah ouais, tu as arrêté tôt. Après ça, il vieillissait trop vite. Et donc, je suis sa partenaire de vie depuis 2010, donc ça fait un petit moment maintenant, 13 ans, ouais. Et ben, on a fait des concours, il a été ferré des 4 pieds en mort avec les éperons et le noseband et tutti quanti. Et puis, maintenant, il est monté une fois par mois, voire une fois toutes les 8 semaines parce qu'il est trop gros et qu'il faut qu'il fasse un petit peu plus de sport, parce que j'ai pas le temps de le sortir en main autant que je voudrais, donc je me suis, résolue à monter dessus pour, pouvoir faire un peu plus de cardio. Il est pieds nus, sans mort, je l'ai dit, il vit sa meilleure vie de cheval, il m'accueille au pré avec des qui réveillent tout le quartier, chose qu'il faisait pas du tout avant. Donc ouais, il vit sa meilleure vie de cheval, mais évidemment que moi, ma vision de l'équitation et ma place dans l'équitation et tout, ça change tous les jours, ça change au fur et à mesure des connaissances que j'emmagasine, en fait. Et donc la place des personnes, enfin, les personnes qui voient tes vidéos, leur place va aussi changer au fur et à mesure des connaissances qu'elles vont acquérir. Ben, j'aimerais bien. C'est le la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter, en tout cas. De faire évoluer les gens, Ouais, de c'est faire ça, évoluer les propriétaires de chevaux pour que leurs chevaux soient mieux. ouais. Même si je les connais pas, moi, je souhaite le bonheur de tous les chevaux. Coucou la bisounours. Je Mais c'est comprends. très, très sincère. Je veux que tous les poneys ils soient bien dans leur pré. Oui, je veux qu'ils soient tous heureux. Je comprends, chez une bisounours pareil. J'aimerais tellement que tous les chevaux, quand ils voient leur propriétaire arriver, ils se disent: «Oh waouh, je veux passer un trop bon moment, elle va me faire des gratouilles, on va jouer, on va s'amuser tous les 2. Ça se trouve, on va galoper super vite et aller sauter des obstacles et ça se trouve, on va faire une balade en main et puis après on va courir dans un champ» et mais que tous les chevaux, quand ils voient leur propriétaire arriver, se disent: «Oh, je vais passer un trop bon moment» et ça va être un moment de partage et pas juste un moment où ils donnent. Et je rêve que ça soit la vie de tous les chevaux, ça. Moi, je rêve que tous les chevaux soient capables de faire ce que eux ils ont envie. Tu vois, qu'ils aient le corps, qu'ils soient capables de faire ce dont ils ont envie. Bah, et l'esprit aussi, hein, la quantité de chevaux en Oui, résignation acquise, quelle horreur. oui. Qu'ils aient l'envie, quand même, de faire ce qu'ils ont envie. Est-ce que tu as déjà fait un podcast sur la résignation acquise? Non, je ne pense pas. Eh Je bien, crois pas. je soumets cette proposition au vote du public. Très bien. Je soumettrai la proposition sur la résignation acquise. Ça peut être très intéressant. Très intéressant. C'est quelqu'un qui a fait sortir son cheval de la résignation acquise. Bah, moi, Trésor, il était clairement résigné, hein. J'allais dire moi avec Alpha, ouais, en fait. Bah, ouais. Mais en fait, ouais, c'est beaucoup de chevaux, montés en équitation classique, sauf ceux qui ont vraiment des très gros caractères de base et qui arrivent à passer outre, toute le la pression qu'on leur met dans tous les sens. Mais et tu vois, même aujourd'hui encore, je me pose toujours la question quand je monte sur Trésor. Bon, alors j'avoue qu'en 2 ans, je suis montée 4 fois dessus, hein. J'ai dit une fois toutes les 8 semaines, mais Ouais, là, on vient de passer de une fois par mois à 4 fois en 2 ans. non, mais c'est parce que pendant 1 an et demi, c'était zéro. Et là, j'ai fait un petit peu plus parce qu'il était gros et que j'avais pas envie qu'il devienne fourbu. Enfin, t'as fait 4 fois en 6 mois, quoi. Oui, c'est ça, à peu près. Et bah, tu vois, mais je lui ai appris le premier truc que je lui ai appris en remontant dessus,
c'est le stop button, le fait qu'ils viennent toucher Ouais, mon pied pour me demander de descendre et ça, il l'a très, très vite compris et d'ailleurs, en général, les chevaux, quand ils le comprennent, ce truc, ils ils testent l'utilisent. beaucoup pour dire: «Eh, c'est vrai, ça marche, c'est vrai, ça marche?» «Ça, mais toute ma vie, je savais pas comment la faire descendre et en fait, il y avait juste un bouton, c'est ouf!» et je comprends, je serais pareil à sa place. Non, mais moi, l'autre jour, enfin, je lui ai aussi appris au mien. Et en fait, je discutais avec quelqu'un. Il m'a touché le pied une fois. Vu que j'étais en train de discuter avec quelqu'un, Tu pas j'ai fait pas vraiment attention. remarqué. Il m'a touché le pied une deuxième fois. Et la troisième fois, il m'a mordu la cheville. Ah ouais? «Eh oh, qu'est-ce que j'ai Je, dit?» eh oh, t'as pas pu écouter! Un cheval qui crie, on n'avait jamais vu ça, voilà. Et la dame m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Et il m'a demandé de descendre un peu fort. Ah, c'est marrant et donc du coup, ouais, je lui ai appris le stop button, mais malgré tout, à chaque fois que je monte dessus, je passe mon temps à me dire: «Est-ce qu'il accepte que je sois sur son dos parce que vraiment ça le dérange pas que je sois sur son dos et qu'il est OK pour qu'on aille, faire une balade? Ou est-ce qu'il me laisse monter sur son dos parce que c'est comme ça, parce que pendant 10 ans, je lui ai jamais laissé le choix de me dire, de me dire: «Descends» en fait et est-ce qu'il le fait vraiment parce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il le fait vraiment parce il l'accepte ou est-ce qu'il le fait par habitude et par, «C'est comme ça, l'humain il monte sur mon dos et puis c'est tout» et Moi, c'est de mon expérience, tu deviendras de plus en plus confiante au fur et à mesure où il te dira stop. ah bah oui, mais tu vois, même la dernière fois, je me suis pas posé la question une seule fois. Parce que quand on trottait, il était les oreilles en avant, il était trop content et tout. Vraiment une attitude de cheval, content et en même temps à l'écoute, pas dans la fuite et j'en ai pleuré, hein, pendant ma balade en me disant: «La vache, là, j'ai vraiment la sensation qu'il est content qu'on trotte ensemble dans nos chemins en herbe là» et mais même si ça fait des années que je suis plus dans le circuit classique de l'équitation, je continue de me demander: «Est-ce qu'il y a pas un fond de résignation?» tout le temps. Donc on revient, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus simple d'être ignorant. Oui, c'est plus simple. Ouais, je pense que d'ici 1 an, tu reverras peut-être et tu te diras: «Ouais, en fait, on était en résignation encore un petit peu» ou justement non, Mais oui, c'est sûr, de ça toute demande du façon, temps. tout ça, ça évolue tout le temps et c'est vraiment très propre à chacun et à l'expérience et à la connaissance et cetera et mes discours du début de Millipath, c'est plus du tout les mêmes que ceux qu'il y a maintenant et ce sera pas les mêmes dans 2 ans. Parce que, moi aussi j'apprends des choses et que, je suis tout le temps en train de réfléchir, remettre en question tout ce que je sais. Donc forcément, c'est des choses qui évoluent et je suis une propriétaire comme les autres, quoi. Ouais. Oui, Il faut pas l'oublier. oui, tu une humaine, tu propriétaire d'un cheval, tu cavalière, enfin, Bah ouais. comme une autre. Exactement, donc forcément que mes croyances et mes ambitions, bah, elles changent au fur et à mesure de la vie, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et justement, il y a pas longtemps, tu as fait un gros changement. Ouais. On enregistre cet épisode fin septembre 2023, au cas où on replace dans la chronologie. Et justement, il y a pas longtemps, tu as fait un gros changement. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai fait un très gros changement. Alors déjà, je te remercie avant de dire à tout le monde, je fais un peu de teasing. Je te remercie Audrey parce que je sais pas si, sans toi et la cavalcade, je sais pas si j'aurais eu le cran de faire ce que j'ai fait, donc merci beaucoup. Oh oui, je vais encore chialer. Alors, donc début septembre, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner dans, l'enseignement supérieur, donc en ostéopathie animale, pour me lancer à plein temps dans, Millipath. Alors je garde quelques consultations, d'ostéopathie animale, mais ça fait 2 ans que j'ai vraiment ralenti parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, parce que j'en avais marre de voir des chevaux mal et j'arrivais pas à sélectionner ma clientèle. Donc j'ai dit: «J'arrête tout et je continue que, ceux dont je suis sûre». Donc voilà, je dois faire 5-6 consultes par mois, mais bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit, mais c'est tout. Et donc j'ai décidé de me lancer à 100 dans Millipath. C'est-à-dire créer plus de contenu sur Instagram, même si je suis quand même à peu près régulière ces derniers mois, mais surtout créer plus de contenu sur YouTube parce que là, il y avait clairement du laisser aller avec une vidéo par trimestre, donc
je me recentre un petit peu pour être un peu plus régulière sur les vidéos. J'ai lancé une newsletter, donc tous les mois, je vous donne, des actus de moi, de ce que je vis dans la vie de tous les jours, mais aussi des événements qui sont intéressants sur le mois, d'articles, que j'ai trouvé pertinents, voilà. Tout ce qui me passe par la tête, je vous le partage, donc ça, vous pouvez vous inscrire sur mon site si vous voulez, millipat.fr. Et surtout, j'ai lancé des webinaires de Millipat. Et c'est pour ça que je vous dis que sans la cavalcade, ça aurait pas été possible parce qu'avant j'étais pas très confiante sur animer un webinaire de 1 heure et grâce à Audrey, j'ai pu voir que c'était un exercice que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, c'était presque évident que j'allais bien aimer puisque j'adorais donner des cours, à l'école. Heu, J'aime faire des vidéos et là, en plus, bah, il y a pas de pression de faire pour quelqu'un d'autre, pour un établissement ou quoi. Donc j'ai lancé les webinaires de Millipat. L'idée, c'est que, chaque mois, vous puissiez retrouver des webinaires avec des thématiques similaires ou différentes du mois d'avant, animés par moi et animés par des intervenants. Par exemple, pour les prochains, webinaires, donc là, demain, il y a, le système nerveux auquel Audrey participe. Système nerveux et les douleurs projetées chez le cheval. La semaine prochaine, on a biomécanique statique, comment le cheval tient-il debout. La semaine d'après, on aura de l'anatomie digestive et la semaine d'encore après, on aura la première intervenante des webinaires qui sera Angélique Descarpentries pour nous parler physiologie digestive et cetera. Sont prévus aussi du comportement, des signaux les fameux signaux d'inconfort qu'on aimerait bien, ignorer. Et ben, on va en parler, on va aussi parler de la vue du cheval, on va parler de plein de trucs. L'idée, c'est que ce soit des webinaires un peu à la carte, comme au restaurant. Le petit restaurant en bas de chez toi qui change de menu toutes les semaines et bah, j'aimerais bien que ce soit un peu ça. C'est: «Oh, tu une tu un peu de sous de côté ce mois-ci et bah, tiens, on va aller voir sur le site de Millipat, qu'est-ce qu'elle propose ce mois-ci?» Et hop, je m'inscris à un webinaire et voilà. Parce que oui, tout mon contenu est gratuit, sauf les webinaires qui sont du coup payants, à hauteur de 25 €. Parce qu'il faut bien que je mange, finalement. Je Fin de compte. continuerai évidemment de créer du contenu gratuit sur YouTube et Instagram et dans la newsletter qui est gratuite aussi. Mais par contre, les webinaires, seront payants. Faut bien acheter Et des carottes à Trésor. bah, exactement. Faut bien continuer de l'engraisser. Pour qu'après je sois obligée de le monter pour aller en balade là et de me poser 10 000 questions pendant que je suis sur son dos. Et je voulais dire un dernier truc et j'ai oublié. Ah oui, tous les webinaires, ils sont en groupe réduit. C'est-à-dire que c'est vraiment des petites réunions entre 12 et 20 personnes maximum. Hem, pour moi, ce sera toujours entre 12 et 15. Certains intervenants peuvent choisir de monter jusqu'à 20 personnes, mais je m'engage à ce que ce soit jamais plus. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours simple quand on est en ligne comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas et tout, de poser des questions, surtout s'il y a plein de gens, et le chat, c'est pas forcément facile et puis si on doit interagir et bah, c'est compliqué. Donc du coup, des petits groupes réduits comme ça permet de faciliter les échanges et surtout d'avoir du temps pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur de pouvoir, échanger avec, les gens, de pouvoir prendre 5 minutes à la fin pour parler des problématiques d'un tel ou d'une telle et voilà, et j'ai trop hâte et c'est demain et c'est trop cool. Bon alors pour vous qui écoutez ça vendredi, c'était mardi dernier. C'était il y a 3 jours. Mais du coup, si vous écoutez ça là, si vous écoutez ça du coup, vendredi, il y a sûrement 2 nouveaux webinaires qui sont sortis et peut-être encore de la place pour, le 6 octobre. Du coup, tu les annonces en fait en début de mois. Tu annonces les webinaires du mois, c'est ça? Ouais, je les annonce déjà en début de mois sur la newsletter, même Mmh. s'ils sont quand même susceptibles, d'évoluer si jamais il y en a un qui se rajoute ou quoi. Hem, je les annonce une fois sur Instagram et bon là, j'ai pas vraiment eu besoin de les annoncer plus. Là, j'ai eu un désistement donc j'ai un 2 jours avant donc je l'ai remis en story mais clairement quand je les ai annoncés début septembre, en 48 heures, il était complet donc. Donc si les gens veulent y participer, ils s'inscrivent à la newsletter parce que comme tu dis, il y a un nombre de places réduit et donc tu l'annonces en premier sur la newsletter. Ouais, mais après les événements, ils sont, enfin, si vous allez, sur millipat.fr régulièrement, vous verrez quand les nouveaux événements seront publiés. Et si vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous avez besoin de recevoir un truc,
comme Voilà, moi. tout à fait. Si vous avez besoin de recevoir un mail, Un petit mail de rappel, la newsletter est faite pour ça. Pas que, mais en partie. c'est en partie pour ça. En effet, tu partages d'autres news dans ta newsletter. Ouais, aussi mon cheval, mes chats, les événements, autant des webinaires sur d'autres plateformes, je mets en avant d'autres plateformes, voilà. Je partage un peu tout ce que j'aime et tout ce que je trouve un peu lourd à mettre sur Instagram, mais qui est quand même sympa à savoir pour les gens qui ont envie de me suivre d'un peu plus près. Oui, des choses qui se disent pas en 2 stories, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Et des trucs où j'ai pas envie d'en faire une vidéo, quoi. Des choses trop longues pour être mis en story et trop courtes pour Mmh. être en vidéo. Après, j'ai pas encore testé et je pense que je vais le faire au mois d'octobre là. Hem, mais je pense que la newsletter, c'est aussi un bon moyen de dépasser un peu les limites que j'ai fixées à Insta. Tu vois, le fait de râler, oui, mais pas trop et quand même, garder de la distance et pas faire de conflit d'intérêts, nanana et être politiquement correct, en quelque Ça, sorte. c'est les limites que tu t'es mises sur Instagram. Ouais et je pense que enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit en créant la newsletter, que, j'allais passer plutôt à travers, ces barrières-là et d'être un peu plus franche et parce que tu sais, même quand, si je veux vivre de mes pattes, il faut quand même que je me fasse pas trop d'ennemis, tu vois? Je veux dire, pas trop d'ennemis dans les personnalités influentes ou dans les marques et cetera et cetera. Donc il y a des choses que je peux pas forcément dire en story, même si j'aimerais. Souvent, j'ai des abonnés qui m'envoient, des réels, d'une écurie. Alors, je vais pas dire les noms parce que là, pareil, même problème, mais c'était juste après ma vidéo sur l'hyperflexion. On m'envoie un réel, d'une super école d'équitation, basée sur le comportement et tout, vraiment avec des méthodes que j'aime beaucoup et tout et le cheval, en hyperflexion pendant tout le réel. Et je me dis: «Bah, ça franchement, c'est nul parce que le compte Insta est trop bien et il y a vraiment plein de choses à apprendre et oui, ce réel-là, ça fait partie des choses que j'aurais dénoncées habituellement, mais là, je le fais pas parce que tout le reste du contenu est tellement qualitatif». Mais du coup, sur la newsletter, je peux me permettre de dire: «Eh, franchement, ça, c'était pas cool, j'ai pas aimé». Oui, parce que tu es dans un milieu un peu plus intimiste, Exactement, à huis clos. et un peu plus à huis clos, en effet. C'était très long pour expliquer, une chose si petite. Ah non, c'est pas si petit. Les webinaires que tu as prévus sont pas si petits. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, Merci merci beaucoup à toi. pour ça. Je rappelle que du coup, je mets les liens en description de l'épisode. Donc les gens peuvent te retrouver en description de l'épisode. Les écouteurs du podcast. C'est pareil, c'est encore pire, hein. On peut pas dire les podcasteurs? Non, c'est toi la podcasteuse? Ça s'appelle des auditeurs. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est un nom. Les auditeurs. Donc les auditrices, même, peuvent retrouver ça, enfin, peuvent retrouver tes liens Faut et retrouver ou te ça, c'est-à-dire rejoindre. moi. C'est ça, là. Alors vous n'avez pas la vidéo, mais c'est ça. Non, les auditrices peuvent te retrouver via les liens que je mets en description de l'épisode. Donc YouTube, Instagram et ta newsletter qui est via ton site internet. Eh ben écoute, merci beaucoup Émilie pour cet échange. Merci à toi, c'était trop cool. Merci pour ton temps. Oh, punaise. Et si je choisis des mots compliqués en plus, Authenticité, le mot? oui, c'est ça. Merci pour ton authenticité. Non, ça marche pas. Merci pour ton authenticité. J'ai réussi. Oui, Ouais, bravo. j'ai réussi. Bah, non, merci à toi, c'était vraiment trop cool et et je suis en effet, comme tu disais dans ton introduction, très contente que tu ne m'aies pas invitée pour parler d'ostéopathie parce que, il y a tellement d'autres trucs plus intéressants. Pourtant, c'est mon métier, hein, C'est mais plus je trouve qu'il vaste. y a vraiment d'autres trucs plus intéressants à dire. Eh ben écoute, j'en suis ravie. Donc merci beaucoup Merci. et à très bientôt. Oui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.
Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!